Alors c'est vrai qu'on a un petit peu souvent cette image de l'alchimiste avec tout plein de potions qui va essayer de fabriquer de l'or à partir du plomb. On peut se demander si l'alchimie ça se limite uniquement à ça. Qu'est-ce que c'est vraiment exactement? Quels étaient les objectifs poursuivis par les alchimistes? Ce qu'on va essayer de voir un petit peu à travers cette vidéo. Alors avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais essayer un petit peu d'évoquer l'étymologie du mot alchimie. On sait que ça vient du mot latin alchemia, qui est lui-même issu du mot arabe alchimia, qui signifie la chimie, ou même plus largement l'art de faire de l'or et même de purifier son cœur. Alors on sait que la chimie, ça fait partie de ce qu'on appelle les sciences occultes. C'est les pratiques qui touchent au secret de la nature, on va dire, et à ce qui est invisible. Les sciences occultes sont généralement méprisées par la science moderne, c'est pour ça qu'on parle plutôt de pseudosciences. On sait que l'occultisme comprend donc la chimie, mais ça regroupe aussi d'autres pratiques, comme par exemple la magie, la divination, la médecine naturelle, mais aussi l'astrologie. Alors on sait maintenant que la chimie fait partie des sciences occultes, mais en quoi ça consiste vraiment? Qu'est-ce que ça étudie? Ce qu'on va essayer un petit peu de voir avec les différents objectifs poursuivis par les alchimistes. Alors il y a plusieurs objectifs de la chimie qui sont différents selon les époques, les régions et les auteurs, qui ont même évolué au fil des siècles. Mais l'objectif le plus connu, celui qui nous vient en premier à l'esprit, je dirais, c'est celui de la transmutation, c'est-à-dire la transformation des métaux vils, comme le cuivre, l'étain, en métaux précieux, l'argent, mais surtout l'or. Et cette transmutation, elle est rendue possible grâce à la fameuse pierre philosophale. Alors, autre objectif, c'est celui d'élaborer le fameux remède universel qui permettrait à la fois de guérir toutes les maladies, de prolonger la vie, voire même de rendre immortel. Et ce remède universel est appelé la panacée. Enfin, un dernier objectif, c'est celui de la purification de l'âme. Il n'est plus vraiment question de la transmutation des métaux, mais plutôt la transmutation de l'âme. Et c'est vraiment à partir du Moyen-Âge que la chimie va devenir une discipline spirituelle. Et pour beaucoup d'alchimistes, la transmutation des métaux et la recherche du remède universel sont vraiment indissociables de la purification de l'âme. Alors maintenant, on va essayer de situer un petit peu le contexte historique. Première question, quand est-ce que c'est né et où? C'est difficile de dire à quand remontent exactement les premières pratiques alchimiques. Pour certains, ça serait né au début de l'âge des métaux, c'est ce qui marque le début de la protohistoire, et c'est l'époque qui précède l'Antiquité. Pour d'autres, ça remonterait à 4000 ans avant Jésus-Christ, donc au début de l'Antiquité approximativement, et pour d'autres encore, ce serait apparu au début de notre ère. Alors la chimie occidentale, quant à elle, serait vraiment apparue dans l'Égypte romaine vers le début de notre ère, et apparemment elle aurait été pratiquée par des prêtres égyptiens. Les premiers traités alchimiques évoquaient surtout les différentes manipulations des métaux. Il faut savoir que les techniques artisanales existaient déjà dans l'Égypte sous domination grecque. On connaissait la fonte des métaux, la fabrication des alliages et quelques techniques d'orfèvrerie. Et surtout, on cherchait déjà à imiter l'or, par exemple en recouvrer et coller des feuilles d'or sur des statues grâce au mercure. Mais c'est vraiment à partir du IIIe siècle qu'on va commencer à vouloir fabriquer de l'or et plus seulement l'imiter. Zosime de Panopolis, un alchimiste, va alors fonder une académie sur la chimie. Il sera le premier à avoir parlé de la pierre philosophale, qui est une substance au pouvoir magique. Le problème de cette académie, c'est que beaucoup de disciples vont chercher, soi-disant, à fabriquer de l'or, donc à faire de la contrefaçon. Et ces contrefaçons, de plus en plus nombreuses, vont carrément entraîner la chute du cours de l'or. C'est pour ça qu'il y a un empereur romain qui va décider de fermer cette académie, puis surtout de faire brûler tous les livres sur la chimie. Mais il faut croire que tous les livres sur la chimie n'ont pas disparu, puisqu'ils vont être redécouverts, puis traduits par les savants arabes. Alors dans le monde arabo-musulman, à partir du 7e siècle, les écoles vont s'ouvrir à de nouvelles disciplines. On va enseigner les mathématiques, l'astronomie, mais aussi l'astrologie et la chimie du coup. On va moderniser aussi certaines techniques chimiques, comme la sublimation, la distillation, la combustion et le bain-marie. Un savant arabe propose même un système de correspondance entre métaux et planètes. L'or va être associé au soleil, l'argent à la lune, le cuivre à Vénus, le fer à Mars, le plomb à Saturne et enfin le mercure à la planète Mercure. Alors ensuite, la chimie arabe va se diffuser dans l'Occident chrétien grâce aux traductions latines, et ça à partir du XIIe siècle. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment à partir de là que la chimie va prendre une dimension spirituelle, dont le but suprême sera de purifier son âme. La chimie va ensuite se développer jusqu'au XVIIe siècle environ. Un certain nombre d'alchimistes vont permettre des découvertes scientifiques. Parmi eux, on trouve Paracelse. C'est un médecin du XVIe siècle qui va mettre la chimie au profit de la médecine. Pour lui, le vrai but de la chimie, c'est pas de fabriquer de l'or, mais plutôt d'étudier les vertus des remèdes et de les élaborer. À partir du XVIIe siècle, les alchimistes vont être accusés d'être des charlatans, des imposteurs, et c'est pour ça qu'ils vont être obligés d'exercer dans la clandestinité. Alors c'est le cas par exemple du célèbre mathématicien et physicien Isaac Newton au XVIIe siècle. Il est connu surtout pour avoir formulé la fameuse loi de la gravitation universelle. Mais il y a une facette d'Isaac Newton qu'on connaît beaucoup moins curieusement, c'est celle de l'alchimiste. Pourtant, il a pratiqué la chimie pendant de nombreuses années, c'est pas juste passade par erreur.
Il pensait vraiment que la chimie faisait partie du monde et que c'était un domaine de connaissances qu'il fallait explorer. À sa mort, ses proches vont essayer de se débarrasser des ouvrages qu'il avait pu écrire sur la chimie, pour pas ternir sa réputation, puisque déjà à l'époque, on se moquait des alchimistes, puis on leur accordait beaucoup moins de crédit. Alors ensuite, la chimie va vraiment connaître le déclin à partir du XVIIIe siècle, et ça avec les découvertes de Lavoisier, considéré comme le père de la chimie moderne. Ces travaux vont remettre en cause un certain nombre de principes de la chimie. Depuis, on a tendance à associer les alchimistes à des imposteurs ou alors à des mystiques dont les travaux n'ont rien de scientifique. Pourtant, on attribue aux alchimistes un certain nombre de grandes découvertes scientifiques. Par exemple, c'est eux qui ont mis au point des ustensiles, des instruments de laboratoire comme l'alambic et différentes techniques chimiques comme le bain-marie, la distillation. Ils ont mis en lumière l'existence de divers corps chimiques comme les acides sulfuriques, le bicarbonate de potassium, le phosphore, etc. Ils ont introduit la notion de quintessence qui est essentielle dans la fabrication des médicaments. Ils ont eu l'idée aussi d'utiliser des produits chimiques et minéraux en médecine, notamment le médecin Paracelse, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, ils utilisaient le mercure pour traiter la syphilis et l'arsenic pour traiter le choléra. C'est sûr que ça détruisait tout, hein. Mais disons que c'est le premier qui a eu l'idée d'utiliser des produits chimiques pour guérir des maladies. Et enfin, d'autres ont formulé des lois universelles, comme c'est le cas d'Isaac Newton, et c'est sa pensée mécaniste combinée à la pratique de la chimie qui ont permis ces grandes découvertes scientifiques. Alors pourquoi les alchimistes ont si mauvaise réputation? Qu'est-ce qu'on leur reproche, outre le fait pour certains d'être vraiment des imposteurs? Alors on leur reproche d'abord de refuser la méthode scientifique et l'esprit critique, de transmettre la connaissance avec une confiance aveugle et sans vérifier sérieusement, de faire appel à la magie, à la foi, mais aussi on leur reproche parfois d'élaborer des concepts un peu approximatifs et simplistes. Par exemple, il y a celui qui dit que l'or est lourd, le plomb aussi, alors les deux contiennent le même principe lourd. Ce qui n'est pas vraiment faux dans un certain sens, mais on ne peut pas dire que leur raisonnement soit hyper rigoureux non plus. Alors avant de terminer cette vidéo, j'aimerais évoquer certains principes que suivent les alchimistes. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, en plus il y en a certains qui sont compliqués et confus, mais je vais essayer de présenter les principes qui me semblent vraiment importants. En premier, la recherche de la transmutation des métaux doit aller de pair avec la purification de l'âme. C'est pour ça généralement que les alchimistes ont à côté de leur laboratoire un oratoire, un espace dédié à la prière, à la méditation, à la réflexion. L'alchimie est proche de la religion. Les alchimistes font souvent référence à Dieu, au texte sacré. C'est d'ailleurs pour ça que les alchimistes étaient plus ou moins tolérés par l'Église catholique selon les époques. Alors, autre principe fondamental, c'est celui de l'unicité de la matière, le fait de croire que toute manifestation dérive d'une seule et unique matière. Ce principe-là est souvent représenté par un dragon ou un serpent qui se mord la queue et qui forme un cercle. C'est ce qu'on appelle l'ouroboros. D'ailleurs, s'il y a des métalleux parmi vous, certains reconnaîtront peut-être le titre d'une des chansons de Gojira. Selon les alchimistes, la matière première, appelée prima materia, c'est la substance première qui se trouve au commencement du monde, au début de la création, et qui peut prendre ensuite de nombreuses formes. Autre principe important, c'est celui des fameux 4 éléments, feu, eau, air et terre. Alors pour eux, ça ne désigne pas les 4 éléments tels qu'on les imagine spontanément, mais plutôt aux différents états de la matière. Aujourd'hui, les différents états de la matière qu'on connaît, c'est l'état gazeux, l'état liquide, l'état solide et le plasma. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout le plasma, hein. Dans mes souvenirs lointains du collège, il n'y en avait que 3. Le plasma, apparemment, c'est assez rare sur Terre, mais on le trouve par exemple dans la foudre, dans les aurores boréales ou encore dans les flammes de très haute température. Et finalement, quand on y pense, les différents états dans lesquels ils croyaient, les alchimistes, correspondent un peu aux états de la matière qu'on connaît aujourd'hui. L'eau, ça correspondrait à l'état liquide, l'air à l'état gazeux, la terre à l'état solide, et le feu, du coup, au plasma. Les alchimistes attribuaient des qualités, des propriétés à chacun de ces éléments. Le feu, par exemple, était chaud et sec, l'eau était froide et humide, l'air était chaud et humide, et la terre était froide et sèche. Des symboles leur sont associés, c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Alors enfin, le dernier principe que je vais vous présenter, les alchimistes croient en l'existence de 3 éléments constitutifs de toute matière, le soufre, le mercure et le sel. Le sel qui est censé favoriser le mariage entre le soufre et le mercure. Et là, pareil que les 4 éléments, le soufre, le mercure et le sel, avec une majuscule, ça ne désigne pas les éléments chimiques comme on les connaît aujourd'hui, mais plutôt des principes. Et un métal, selon les alchimistes, est formé de mercure et de soufre, et le degré de pureté du métal est en fonction des proportions de mercure et de soufre. Par exemple, le plomb, le cuivre et l'étain, qui sont des métaux vides, sont des métaux vides parce qu'ils possèdent justement beaucoup de soufre et peu de mercure. Ce sont donc des métaux imparfaits qui doivent être purifiés. Et l'or, au contraire, contient beaucoup de mercure et très peu de soufre. Donc selon les alchimistes, plus un métal contient de mercure, plus il est précieux.
Alors, ces principes-là ont aussi leur propre symbole, c'est ce qui rend d'ailleurs les écrits alchimiques assez hermétiques et difficiles d'accès. Les alchimistes utilisent un langage codé rempli de symboles. Alors petit instant, là je vous montre un tableau de symboles alchimiques pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a certains symboles, je pense, qui doivent vous être familiers, comme celui-ci, qui représente la femme, et au contraire celui-là qui représente l'homme. C'est-à-dire que pour les alchimistes, ce symbole, ça représente le fer, qui était associé à la planète Mars, et celui-là représente le métal du cuivre, qui était associé par les alchimistes à la planète Vénus. D'ailleurs, je pense que c'est très probable que le nom de ces planètes soit directement hérité du nom de la déesse de l'amour et de la beauté Vénus et du dieu grec de la guerre Mars. Ici, là, on retrouve les symboles des 4 éléments, feu, eau, terre et air. Et je crois qu'ici, ouais, voilà, on peut voir le symbole Mercure, un des principes dont j'avais pu parler tout à l'heure. Alors, je vous montre aussi quelques images d'un des traités alchimiques les plus connus, le Splendor Solis, qui est un manuscrit qui date du XVIe siècle. Voilà, je vous l'ai montré parce que là-dedans, il y a vraiment des illustrations super belles, avec des couleurs super vives, des motifs floraux, des animaux aussi qui sont représentés parfois. Et je pense que je vous mettrai dans le post le lien d'une vidéo qui présente bien l'ouvrage. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que l'alchimie est souvent citée dans la littérature, dans la poésie, par les auteurs symbolistes comme Maeterlinck, Mallarmé et Rimbaud, et par les auteurs surréalistes comme André Breton. Et je pense aussi, de manière générale, les écrivains comparent la poésie à l'alchimie. Ils font référence donc à la transmutation spirituelle et poétique. Alors, pour prendre un exemple, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, il est question là d'une transmutation poétique. On part donc de quelque chose de laid, en l'occurrence le mal, et on le transforme en quelque chose de beau, donc les fleurs. Alors j'espère que ma vidéo a pu vous intéresser et qu'elle n'était pas trop confuse. J'ai vraiment essayé de parler des bases de la chimie. Il y a plein de noms que j'ai pas pu citer, plein de périodes dont j'ai pas pu parler parce que sinon ça va faire beaucoup trop long. Alors je rappelle juste que pour ceux qui ne le savent pas, qu'il existe des concours étudiants de photos, de BD, de films courts organisés par le Crous et dont le thème cette année est la chimie, d'où cette vidéo. La date limite des candidatures, c'est jusqu'à aujourd'hui inclus. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour la suite et à bientôt.